Cette conférence va maintenant être enregistrée.
Bonjour à tous, on va commencer dans 5 minutes du coup.
Bonjour à tous, bienvenue sur ce webcast dont le titre est Anticiper et optimiser le comportement de vos produits. Donc on va commencer et pour commencer, hop, juste pour nous représenter, pour ceux qui étaient présents au dernier webcast, donc c'est moi-même Stéphane Vetterval qui va faire la présentation autour des solutions on verra, d'optimisation, de simulation. Et je suis accompagné aussi de Anthony Fuchs. Je me laisse te Bonjour à présenter. tous. Ouais, bonjour. Donc, ouais, responsable d'agence, du coup, je répondrai sur le chat à vos différentes questions. Et s'il y en a, on gardera un moment à la fin pour répondre à la question orale. Voilà, exactement. Donc, sur la présentation, l'idée, c'est vous de présenter là, d'abord sur une première slide, l'offre de valeur de la partie simulation, la philosophie, comment ces outils fonctionnent, ce qu'ils peuvent vous apporter. Et ensuite, on fera 2 études de cas qui vont vous permettre de vous rendre compte comment on peut anticiper le comportement d'un produit, optimiser la conception de ce produit afin de le fiabiliser, de prévoir le comportement réel dans le temps et d'optimiser du coup sa conception. Et ensuite, on aura la partie questions-réponses. Donc ensuite, on peut enchaîner. Donc l'idée, elle est simple, hein, elle reprend un peu toute la philosophie des solutions SolidWorks aujourd'hui, qui est qu'aujourd'hui, quand on a un process de développement qui est standard, on a ces phases qui vont se suivre. Traditionnellement, si on se concentre sur la partie simulation, on va concevoir le produit, on va le terminer sur la partie CAO, on va potentiellement en sortir un step pour pouvoir le simuler sur un outil de simulation. L'inconvénient, c'est que du coup, on doit attendre que la partie CAO soit terminée pour pouvoir enregistrer le step et derrière pouvoir le simuler sur l'outil de simulation. La proposition que nous on fait à travers la partie SolidWorks, ça va être plutôt de paralyser les tâches. Comment on va le faire? On va le faire simplement en ayant la philosophie d'intégrer dès le départ l'outil de simulation à l'outil CAO pour se dire que directement dans la même interface, on va pouvoir commencer la CAO et en amont valider dès les premières étapes si au niveau de la tenue, un exemple de la pièce, dans le temps, on est déjà bon ou pas. Et directement modifier dans l'interface CAO pour ensuite relancer l'étude de manière très rapide et du coup gagner du temps et du coup gagner ce fameux time to market. Donc l'idée, c'est de se dire, comme je disais tout à l'heure, la valeur, c'est de pouvoir intégrer l'outil de simulation à l'outil de CAO. Vous verrez comment ça se présente de manière plus concrète, Stéphane le présentera. Et c'est de se dire aujourd'hui pourquoi on parle aujourd'hui de simulation sur les produits. À une époque, on concevait juste le produit et puis on se rendait compte au fur et à mesure du temps, de manière empirique, des résultats ou potentiellement des erreurs ou des optimisations possibles. Là, l'idée, c'est de pouvoir le faire en amont directement et d'anticiper par exemple tout ce qui va être pièces de rechange. Se dire qu'aujourd'hui, je sais que ma pièce, elle va casser au bout de 1000 cycles qui correspondent à une durée en mois, en années, et de pouvoir anticiper ça et de pouvoir gérer mieux le stock. Pouvoir gérer également mieux le SAV, se dire qu'on sait que potentiellement, au bout de 1 ou 2 ans après une vente, on peut avoir un retour de SAV à prévoir. Ce qui peut permettre du coup de réduire la non-qualité en optimisant les produits, puisqu'on va pouvoir savoir où est-ce que ça va casser, du coup, directement mieux concevoir. Également réduire le coût de fabrication potentiellement en se disant je vais mettre moins de matière parce que j'en ai pas besoin, ou repenser la manière de fabriquer la pièce. Et du coup, tout ça, ça va permettre également de se différencier de la concurrence en proposant des produits plus innovants, en repensant la conception et en gagnant en qualité. Donc Stéphane va vous montrer un petit peu comment à travers les différentes étapes de simulation, on peut arriver à ça à travers la première étude de cas. Et Stéphane, je te laisse parler. S'il y a des questions, n'hésitez pas sur le chat, je serai là pour y répondre. Ça marche, merci. Alors, effectivement, on va lancer tout ça. Alors, voilà, donc notre première étude de cas, ça va être effectivement de voir un peu un test de résistance sur un produit. Donc là, dans le cas d'étude dans lequel on s'est mis, on est un fabricant d'un outil qui permet de broyer du minerai dans les mines. Donc c'est cet assemblage-là qu'on passe sur la gauche que je vais ouvrir, ou simplement vous avez un espèce de tapis qui passe en dessous et vous avez cette espèce de roue là qu'on voit qui a pour but de broyer le minerai et du coup forcément qui prend des efforts et qui sont ressentis dans les bras qui sont sur le côté. Donc on va regarder ça. Et donc pour faire tout ça, on va suivre un cycle très simple. On a fait notre conception et on va voir qu'on va lancer assez rapidement une étude de simulation dessus, constater
constater une certaine zone où on va avoir des efforts plus ou moins importants et on va se dire, OK, comment on peut, par exemple, optimiser notre pièce et changer le design de notre pièce pour l'optimiser parce que peut-être, par exemple, dans cette pièce-là, j'ai besoin effectivement de réduire le poids de cette pièce-là parce qu'effectivement, je vois que c'est trop lourd sur d'autres éléments. Enfin voilà, voir comment on peut optimiser ça. Dans certains cas, quand vous cherchez la performance, vous voulez peut-être diminuer le poids de certaines pièces et c'est ça l'idée. Alors, donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller donc dans SolidWorks. Donc voilà dans SolidWorks. Donc effectivement, comme promis, voici notre assemblage qui est actuellement ouvert. Et comme je vous disais, là on ne le voit pas, il n'est pas forcément représenté, mais sur la partie inférieure, vous avez effectivement un tapis roulant. Et cette chose-là, en fait, sur la partie inférieure, ça vient écraser le minerai. Ce qui fait que forcément, qu'il y a du minerai assez important qui passe dessus, bah, ce bras-là, il prend des efforts vers le haut. Ça a tendance à pousser tout cet ensemble vers le haut. Donc nous, on va se concentrer dans notre étude de simulation sur effectivement l'édition de la simulation de cette pièce-là. Donc comment je fais ça? Je vais tout simplement double-cliquer sur une configuration simulation que j'ai fait. Cette configuration simulation permet simplement de simplifier un peu le visuel et de se concentrer juste sur une partie de notre assemblage. Voilà. Donc on retrouve évidemment l'arbre de construction associé. Donc dans SolidWorks, comment on vient faire une étude de simulation? Vous êtes dans votre outil de conception, donc on a notre arbre de construction, on peut tout modifier. Et si j'ai besoin d'exécuter une étude de simulation, je vais simplement dans le petit onglet complément. Hein, si vous ne l'avez pas, hein, des fois, il faut simplement faire un clic droit là-dedans et on voit qu'effectivement, on a complément de SolidWorks. Et là, je viens cocher le complément simulation. Donc, ça me permet de charger le complément simulation. Et on va voir que ça va rajouter un onglet supplémentaire dans mon interface de SolidWorks, dans mon interface de conception. Une chose qui est intéressante hein, par rapport aux outils de simulation dans SolidWorks, c'est que vous n'avez pas d'export, d'import à faire dans d'autres logiciels. Vous êtes toujours dans la même interface. C'est-à-dire qu'à cet endroit-là, vous retrouvez tous les outils de simulation qui vous permettent, sur votre modèle, d'exécuter cette étude. Donc nous, ce qu'on va faire, là-dessus, on va créer une nouvelle étude. Donc on va dans l'onglet simulation. Ici, vous voyez que je peux cliquer sur nouvelle étude. Je clique dessus. Et sur la partie de gauche, je vais retrouver toutes les études que je vais pouvoir exécuter sur mon modèle. Donc en fonction de mon niveau de licence, donc là on va parler des niveaux de licence soit SolidWorks Premium, soit à partir de la simulation standard, que vous retrouvez effectivement de la simulation statique. On va retrouver effectivement par exemple de la fatigue, on y reviendra après. Et ensuite quand vous allez sur la partie simulation professionnelle, ça vous rajoute la fréquence, ça vous rajoute effectivement la thermique, ça vous rajoute le flambage, et ensuite quand vous avez sur la simulation Premium, vous avez la partie non linéaire, non dynamique linéaire, c'est deux éléments supplémentaires. Voilà. Et ça, c'est aussi effectivement de simulation professionnelle, par les simulations spécialisées. Donc nous, ce qui nous intéresse, c'est de faire notre étude de simulation statique. Alors vous allez me dire, qu'est-ce qu'une étude de simulation statique? C'est simplement une étude, on va dire la plus courante, dans 90% des cas, on veut la faire, c'est une étude statique. C'est simplement, on vient placer notre pièce, on vient dire où est-ce qu'elle est fixée, où est-ce qu'elle est accrochée finalement à mon bâti, et où est-ce que j'applique un effort dessus. Voilà. Et ça me permet de voir les efforts dans la pièce. Comment ça se passe en pratique? J'ai ma pièce, j'ai mon ensemble, et donc ici, là, sur la partie de gauche, j'ai un arbre de construction qui s'est divisé en deux. Mon arbre de construction qui me permet toujours d'éditer la modélisation, hein, si jamais il faut que je vienne modifier des rayons, des choses comme ça, je peux le faire ici. Et sur la partie inférieure de mon arbre de construction, c'est là que je vais retrouver mon arbre de construction simulation. L'arbre de construction simulation, ça permet d'avoir effectivement tous les outils pour exécuter mon étude de simulation et faire mon test sur ma pièce. Donc comment je vais faire ça? Moi, je vais le prendre dans l'ordre, simplement. Pour le prendre dans l'ordre, comment ça se passe? Je vais d'abord aller définir les matériaux sur ma pièce. Donc là, on voit qu'il y a un petit SW parce qu'en fait, il a déjà récupéré tous les matériaux qu'on a mis lors de la conception. Donc si jamais dès la conception, vous savez quel matériau mettre, vous avez juste effectivement à lancer la simulation et les matériaux sont automatiquement récupérés. Moi, dans mon cas, ici, je vais juste vous montrer pour appliquer un matériau.
vous sélectionnez vos pièces, hein, vous faites appliquer, éditer un matériau, vous avez votre bibliothèque de matériaux SolidWorks qui s'ouvre, et à cet endroit-là, vous allez choisir effectivement le matériau que vous souhaitez. Moi, je me suis fait un matériau personnalisé. Pourquoi je me suis fait un matériau personnalisé? Puisqu'effectivement, ça me permettait de vous montrer qu'on a la bibliothèque de matériaux SolidWorks. Et sur la partie inférieure, vous pouvez vous créer effectivement des matériaux, des bibliothèques de matériaux personnalisés qui sont complètement éditables. C'est-à-dire que si jamais vous avez des matériaux que vous voulez rajouter, vous voulez modifier, vous pouvez le faire ici. Hein. Il suffit de changer les valeurs sur cette partie-là. Une petite chose à noter, c'est que si jamais vous êtes sous maintenance SolidWorks, vous pouvez cliquer ici, comme son nom l'indique, pour accéder à plus de matériaux à l'aide du portail web SolidWorks Materials. On demande souvent est-ce qu'on peut rajouter des matériaux? Est-ce que vous avez une base de données de matériaux supplémentaires? Voilà, oui, on a une base de données de matériaux supplémentaires, il suffit de cliquer ici pour y accéder. Et ça, c'est pas souvent connu. Bien que généralement, les matériaux standards de SolidWorks sont largement suffisants. Voilà, donc je vais appliquer ce matériau. Et qu'est-ce qu'on voit aussi par rapport à ce matériau? Vous avez des zones qui sont rouges et des zones qui sont bleues. Simplement, ce qui est en rouge, c'est ce qui est nécessaire à avoir pour pouvoir exécuter une étude de simulation statique. Si vous n'avez pas ces choses-là, eh ben, en fait, on va être un peu bloqué. En revanche, si vous avez effectivement les éléments en bleu, ça vous donnera des informations supplémentaires pour la suite de votre étude. Voilà, donc j'ai appliqué mon matériau. Quand vous appliquez le matériau, il y a une petite coche verte qui apparaît sur pièce qui vous dit OK, c'est bon. Vous avez défini tous les matériaux pour pouvoir exécuter l'étude. Ensuite, on va aller sur la partie connexion. La partie connexion, qu'est-ce que c'est? On a notre assemblage SolidWorks avec différentes pièces. Et vous voyez que par exemple là, sur la configuration que j'ai mis, entre ces deux pièces-là, on a un gap, on a un jeu. Simplement, en fait, il y a un axe à cet endroit-là qui est censé être entre ces deux pièces-là, qui n'a pas été représenté. Pourquoi il n'a pas été représenté? Il y a plusieurs raisons à cela. Une des premières raisons, ça peut être simplement qu'effectivement, dans la conception, on n'a pas pris le temps de le faire, voilà, parce qu'on n'a pas forcément besoin de le représenter. Pourquoi pas? Première raison. Deuxième raison, c'est qu'on se dit, OK, pour la simulation, je sais que cet axe-là, c'est un axe que j'achète dans le commerce, et je sais qu'il va tenir. Lui, c'est sûr, il va tenir, il n'y a pas à le prendre en compte, il n'y a pas de souci, parce que dans le commerce, il respecte un critère qui fait qu'il n'y aura pas de problème, il va tenir. Et du coup, plutôt que de le modéliser et que de le prendre en compte dans la simulation, pour économiser, on va dire, du temps de calcul, on peut imaginer qu'on l'enlève et qu'on vient le recréer virtuellement. Et donc là, dans simulation, vous avez possibilité de rajouter une connexion de type axe. Voilà, je fais ça, je sélectionne les deux faces. Vous définissez ces paramètres ici et vous validez. Et en fait, comme il sera virtuel, pour SolidWorks Simulation, ce sera très rapide de faire le calcul avec cet axe virtuel. Voilà. Et par rapport à ça, hein, vous avez la même chose sur les vis. Donc c'est écrit boulon, mais c'est toute la partie visserie. Si jamais vous n'avez pas mis la visserie, mais que vous voulez quand même faire les calculs avec la visserie, voir les efforts dans la visserie, vous pouvez créer des axes virtuels et des vis virtuelles. Pareil sur les ressorts, pareil sur les paliers. Et si vous avez simulation professionnelle, vous pouvez faire pareil avec les cordons de soudure pour savoir les efforts et savoir si vos cordons de soudure vont casser ou non. Voilà. Ensuite, ce que je vais rajouter, ça va être qu'est-ce qui se passe entre mes éléments qui se touchent. Ouais, vous avez des éléments qui sont coïncidents, qui sont collés. Et là, par rapport à ça, moi, ce que je peux faire une hypothèse comme quoi le contact entre ces éléments-là est solidaire. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut simplement dire qu'on imagine que les éléments, c'est comme s'ils étaient en gros collés les uns aux autres et qu'ils bougeaient ensemble. Ils sont solidaires. Si on n'a pas envie d'aller plus loin et définir plus de contact entre nos éléments. Et ça, par défaut, tous les éléments qui vont se toucher prendront ce qu'on appelle le contact global et il prendra le contact de type solidaire. Donc là, on pourra en créer d'autres. Hein. Voilà. Là, en gros, ça veut dire que de base, tous les éléments qui se touchent, je n'ai pas à m'en occuper. Par défaut, ça va prendre effectivement un type de contact. Si jamais, effectivement, spécifiquement, j'aurais un contact particulier entre ces deux éléments-là, ces deux pièces que je viens de sélectionner, et bien, ce que je ferais un clic droit et j'irai rajouter mon contact entre ensemble. Là, je pourrais définir, est-ce que je permets du plissement, est-ce qu'il y a du frottement, est-ce qu'il y a des choses comme ça. Et si je ne le définis pas, ça prend le contact global. Et ça, c'est super intéressant. Parce que pour votre étude de simulation, ce que vous souhaitez faire, c'est rapidement lancer les calculs. Donc, par défaut, tous les éléments qui se touchent, ça permettra de lancer le calcul. Voilà, donc en gros, moi, pour mes connexions, j'ai défini ce que j'avais à définir, je n'ai pas besoin d'aller plus loin.
Ensuite, je vais définir ce qu'on appelle les déplacements imposés dans SolidWorks Simulation. Les déplacements imposés, qu'est-ce que c'est? C'est simplement dire quels éléments sont reliés à mon bâti, quels éléments sont fixes, où est accrochée ma pièce. Donc c'est ce que je vais faire ici. Je vais rajouter un pivot et je vais dire qu'il y a un pivot à cet endroit-là et à cet endroit-là. Et vous voyez qu'aussi dans SolidWorks Simulation, vous avez des représentations via des petites flèches de couleur, des choses comme ça qui vous indiquent que vous avez appliqué des éléments, des choses sur ces faces-là. Et quand vous avez fixé une pièce, les faces, elles arrivent avec des petites flèches vertes. Donc ça veut dire que c'est à cet endroit-là que votre pièce est fixée. Ici, dans mon cas, par un pivot. Petite astuce SolidWorks, si jamais vous avez une fenêtre comme ça que vous voulez exécuter plusieurs fois une fonction, parce que là, quand je vais valider, ça va sortir de la fonction, vous pouvez mettre la petite épingle ici. Voilà, ça c'est une petite astuce, hein, je vous le dis juste, c'est vrai dans d'autres outils de SolidWorks, ça permet de garder actif la fenêtre sur la partie de gauche. Et comme ça me permet directement d'aller mettre un appui-plan sur cette face-là, sans sortir de cette fenêtre. Hop, regardez, je la décoche maintenant l'épingle, je fais valider et hop, on est sorti de la fonction. Et vous voyez que du coup, j'ai appliqué mon pivot sur cette face-là, sur cette face cylindrique-là, et mon appui-plan à cet endroit. Voilà, on n'est pas trop mal là. Une fois que j'ai défini ça, ce que je vais aller définir, c'est mes chargements. Donc, c'est les efforts, où sont appliqués les efforts. Donc, pour appliquer les efforts, je vais mettre une force. Donc là, à noter, hein, je vous remontre ça, vous pouvez mettre des forces, vous pouvez mettre des coupes, vous pouvez mettre des pressions, vous pouvez mettre la gravité. Justement, si c'est juste une descente de charge qui vous intéresse, généralement, c'est simplement la gravité qu'on vient mettre qui va s'appliquer sur l'ensemble des éléments. Si vous avez un élément en rotation, vous pouvez mettre une force centrifuge. Voilà. Et ensuite, tout ce qui est température, ça, c'est quand vous avez du SolidWorks simulation professionnelle. Donc nous, on va simplement appliquer une force. Cette force, je viens l'appliquer sur cette face-là. Parce qu'effectivement, tout à l'heure, là, ma roue, hein, mon espèce de pièce, là, elle vient appliquer les forces sur cette face-là. Et on peut voir que les flèches, elles sont dirigées pour, en gros, écarter actuellement ma face. Moi, c'est pas ça que je veux. Je veux lui donner une direction. Donc là, sur la partie gauche, vous pouvez faire direction sélectionnée. Il vous suffit par la suite d'aller sélectionner un plan pour donner une direction et une direction par rapport à ce plan-là, normal au plan. Et en gros, via ces outils-là, pas entrer trop dans le détail, vous avez la possibilité d'aller renseigner la force avec la flèche qui indique bien la direction. Donc nous ici, qu'est-ce qu'on va faire? On va mettre 15 000 newtons. 15 000 newtons, qu'est-ce que ça représente? Ça représente en gros si vous avez une masse d'1,5 tonne qui est appliquée sur cette face-là. Voilà. Donc là, j'ai appliqué ça ici. Donc j'ai bien là où elle est accrochée, j'ai mon axe, j'ai mon effort. Je suis presque prêt à exécuter mon étude. Si je continue dans la case suivante, j'arrive sur la partie maillage. Et donc ça, vous devez savoir pour faire des études de simulation, les outils de simulation, ils ont besoin effectivement d'aller mailler notre pièce. Ça consiste à quoi? Ça consiste à mettre plein de petits triangles dedans. Et avec ces petits triangles-là, ça définit la définition, s'ils sont plus ou moins petits, la définition de notre simulation. Et donc plus ils sont petits, plus on a de triangles, plus on a d'intersections entre ces triangles-là, et plus effectivement notre résultat sera précis. Donc moi, c'est ce que je vais faire. Je vais définir mon maillage. Et une bonne chose dans SolidWorks, qui est vraiment pratique, c'est que vous avez un mailleur automatique. Ça veut dire que vous allez exécuter la création du maillage et SolidWorks, il va se débrouiller tout seul pour constituer ce maillage-là sur l'ensemble de vos pièces. Donc c'est pratique quand justement on fait du prédimensionnement, qu'on a besoin de vite exécuter une étude de simulation pour obtenir des résultats et voir si on est dans la bonne direction lorsqu'on conçoit notre pièce. Donc je peux faire créer le maillage, mais vous me direz, ok, mais peut-être qu'il y a des certaines zones où je sais, où je sens que je vais avoir un effort un peu plus important. Et peut-être que c'est dans cette zone-là que je vais avoir un maillage plus fin pour avoir des résultats plus précis. Donc moi, ce que je vais faire, c'est que j'ai la possibilité de contrôler mon maillage et donc de définir, comme son nom l'indique, un contrôle de maillage. Je clique sur définir un contrôle de maillage. Je vais sélectionner l'arête
ou la face ou la pièce que je souhaite, où je souhaite définir mon contrôle de maillage. Je vais pouvoir mettre plus ou moins fin. Vous voyez, vous avez une règle graduée qui vous permet de mettre un maillage plus ou moins fin. Et une fois que ça vous convient, vous faites... Voilà. Donc là, il va créer le maillage seulement pour cette pièce-là. Mais comme ça, vous pouvez bien visualiser que là où j'ai mis mon contrôle de maillage, vous avez des triangles plus petits. Et donc, vous avez une définition un peu plus fine à ce niveau-là. Voilà, donc ensuite, moi, ce que je vais faire, on voit qu'il y a des pièces qui ont disparu, c'est parce qu'en fait, le maillage, il s'est fait que là où j'ai fait mon contrôle de maillage. Que sur la pièce, j'ai fait mon contrôle de maillage. Donc maintenant, ce que je vais faire créer le maillage complet. Et donc, même principe, vous avez effectivement une fenêtre qui apparaît sur la gauche avec ce petit slider qui vous permet de définir grossièrement le niveau de maillage, ou vous pouvez aller dans les paramètres avancés qui vous permettent de définir finement la taille des triangles, ce genre de choses. Donc moi, je ne rentre pas trop dans le détail à ce niveau-là, c'est des choses que vous voyez lorsque vous faites une formation simulation, ces choses-là, sur les différents types de maillage que vous pouvez exécuter, sur quelle taille de maillage il faut avoir pour avoir des résultats qui soient corrects. Voilà. Sachant que plus vous faites un maillage fin, plus les temps de calcul vont être longs, vont être précis. Mais des fois, c'est là où vous faites vos contrôles de maillage parce que vous n'avez pas forcément besoin d'un maillage fin partout. Donc ça, c'est bien des choses qu'on voit en formation, d'où l'intérêt de faire des formations de simulation, des formations autour de la simulation quand vous avez une licence simulation, pour que vous ayez des résultats corrects. Voilà, donc ici, là, mon étude, mon maillage a été fait. Si je regarde un peu mon maillage dans le détail, comme je vous disais, il fait ça de manière un peu intelligente. Hein. Donc là où j'ai mis mon contrôle de maillage, il l'a fait plus fin. Mais vous voyez qu'autour des cercles, il l'a aussi fait plus fin. Dans les zones qui sont un peu plus complexes, il s'est débrouillé pour les faire aussi plus fins. Et vous pouvez voir aussi une autre chose qui est intéressante. C'est une chose dont je n'avais pas parlé tout à l'heure, mais vous avez ici un maillage qui est à la fois en orange et en gris. Et si je me mets vraiment sur le côté, on regarde qu'on arrive à voir qu'en fait, il est très fin. En fait, c'est qu'une peau, c'est que du surfacique. Pourquoi ça? Parce qu'en fait, c'est une pièce de tôlerie qui a été faite à cet endroit-là, cette pièce-là. Et automatiquement, SolidWorks Simulation, pour les pièces de tôlerie, c'est vrai aussi pour les pièces de construction soudée, de mécano soudée, il va savoir automatiquement simplifier ces pièces-là. Pour les tôleries, il va faire des maillages surfaciques. L'avantage d'un maillage surfacique, c'est que dans le cas, vu que c'est une tôle, c'est relativement fin, c'est qu'en fait, ce maillage surfacique, il va être beaucoup plus léger qu'un maillage qu'on va appeler volumique. En gros, ce qu'il faut retenir, c'est que SolidWorks Simulation, en fonction de votre conception, il va savoir adapter le maillage pour l'optimiser déjà de manière automatisée, de manière automatique. Donc ça, c'est intéressant. Comme je vous dis, hein, il fait beaucoup de choses pour vous. L'idée, c'est que vous voulez avoir les résultats rapidement. Vous ne voulez pas forcément passer du temps à tout définir manuellement et à prendre trop de temps là-dessus. On est vraiment dans une idée où on va vous aider à faire de la conception et on va vous orienter pour faire votre conception optimale. Et une fois que j'ai fait tout ça, donc j'ai défini toutes mes catégories. Hein. Donc pièces, connexion, déplacement, chargement, maillage. Option des résultats, ça sera pour le résultat après, on va y venir. Une fois que vous avez fait tout ça, vous avez juste à faire exécuter l'étude. Donc, je fais un clic droit et je fais exécuter sur mon étude. Et c'est en train de s'exécuter. Vous avez peut-être une fenêtre qui s'ouvre. Dans mon cas, l'exécution se fait très rapidement. Elle se fait très rapidement parce qu'effectivement, j'ai une pièce simple avec un maillage qui est grossier. Si je faisais une vraie étude de simulation, j'aurais peut-être le curseur, je l'aurais mis tout à l'heure un peu plus sur fin. Mais bon, l'idée là, c'est de vous présenter, pas forcément passer du temps à attendre que ça calcule. Voilà, donc une fois que votre étude est exécutée, qu'est-ce qui se passe? On se retrouve avec quelque chose comme ça. Donc les résultats apparaissent directement à l'écran. Je vais aller simplement cacher les flèches, les choses comme ça, là, pour que ce soit un peu plus visible. Donc j'ai les résultats qui apparaissent à mon écran. Quels sont les résultats qui apparaissent? Par défaut, ça va être les contraintes de von Mises. Qu'est-ce que c'est que ces contraintes de von Mises? C'est simplement un graphique qui va vous permettre de visualiser les zones qui prennent des efforts. Et on comprend très rapidement que les zones qui sont rouges, c'est celles qui prennent le plus d'efforts, et celles qui sont bleues, c'est celles où ça va. Vous avez une échelle sur la partie de droite. On peut aller modifier cette échelle-là en double-cliquant dessus, ce qui vous fait apparaître un menu sur la partie de gauche, qui vous permet de changer effectivement l'unité. Vous voyez que c'était en 10 puissance. Moi, ça ne me parle pas trop, je préfère quand il y a tout qui est écrit comme ça. Je vais enlever le nombre après la virgule. Je vais aller dans la définition, je ne vais pas mettre ça en newton par mètre carré, mais en mégapascal.
C'est une unité généralement qui nous arrange, puisqu'effectivement, quand on valide ça, vous voyez que du coup, les unités sont plus simples à comprendre. Et si je redouble-clique dessus, dernière chose que je veux faire, je veux afficher là où est le max. Voilà, c'est à cet endroit-là. Donc là, qu'est-ce qu'on va retrouver à cet endroit-là? On va retrouver effectivement, on va retrouver notre graphique. On va retrouver ici la limite élastique. Donc en gros, c'est la limite à laquelle il ne faut pas dépasser notre limite élastique. Il ne faut pas dépasser cette valeur-là. Il ne faut pas qu'il y ait une zone sur la pièce qui dépasse cette valeur-là, parce que ça voudrait dire qu'effectivement notre pièce, elle va casser. Dès qu'on dépasse la limite élastique, ça veut dire que notre métal, enfin tout notre matériau, il se déforme. Et quand il se déforme, généralement, la rupture, elle n'est pas loin. Hein. Donc, on ne veut vraiment pas dépasser cette limite-là. Voilà. Donc, voilà à ce niveau-là. Donc là, c'est les contraintes. Après, vous avez d'autres graphiques. Vous avez la possibilité de voir le déplacement. Donc ça, c'est les zones qui se sont plus ou moins déplacées. Donc, on voit qu'on se déplace de, par exemple, 3 mm au maximum. Et les déformations. Les déformations, c'est les zones qui sont les plus compressées ou les plus étirées. Voilà. Je reviens sur les contraintes. Sur les contraintes, qu'est-ce que je vais pouvoir faire? Je vais aller un peu plus loin au niveau de mes résultats. Et une des choses qui est intéressante, c'est que vous avez une sonde qui vous permet simplement d'aller pointer sur certaines zones pour voir la valeur exacte à cet endroit-là. Hein. Voilà, vous pouvez cliquer ici. Vous pouvez voir effectivement sur l'anneau, on voit qu'ici on monte plutôt pas mal aussi, qu'on monte à 96. Voilà, là-dessus, sur cette pièce-là aussi, qu'on monte à 50. Voilà. Donc, vous pouvez sonder tout ça. Hop, on va valider ça. Si vous sondez, ce que vous pouvez vous amuser à faire, je vais refaire, regardez, vous allez voir une autre façon de sonder. Hop, on va mettre ça comme ça. Ça, on va en mettre plusieurs à la suite des autres. Voilà, quelque chose comme ça. Et quand vous les placez à la suite des autres, tel que je viens de faire, vous pouvez aussi afficher des graphes et avoir effectivement la répartition de vos efforts par rapport à la sélection que j'ai fait. Et effectivement, on voit qu'on passe de 50 à et ainsi de suite. Donc ça, c'est intéressant aussi. Donc je vais enlever ça. Ensuite, vous avez la possibilité dans les autres outils de tracé de faire ce qu'on appelle une dissection de conception. Et ça va être super pratique pour la suite parce qu'on va se dire, ok, moi j'ai envie d'optimiser ma pièce. Et en fait là, qu'est-ce que ça représente, ce petit slider que je suis en train de déplacer? C'est les zones les plus chargées. Et donc là, on peut imaginer qu'en regardant ça, on peut voir que la zone intérieure à cet endroit-là, c'est pas la zone la plus chargée. Et je peux m'imaginer que si effectivement je veux optimiser ma pièce et que je veux réduire sa masse, et je peux pourquoi pas faire un perçage à cet endroit-là. Donc ça, on y reviendra par la suite. Voilà. Une fois qu'on a fait tout ça, on verra qu'à la fin, je vais créer un rapport. Et pour créer mon rapport, je vais voir que je vais pouvoir aussi capturer des images. Donc je vais faire ça et on verra que sur la suite, ce sera des images que je vais pouvoir capturer et conserver à certains endroits. Voilà, parce que c'est les zones qui sont intéressantes à regarder. Je vais inclure une image qui apparaîtra par la suite dans le rapport, mais ça, on y reviendra. Chaque chose en son temps. Voilà, donc j'ai vu que ma pièce elle tenait, je suis content, maintenant je me dis ok, je peux sûrement l'optimiser, elle tient largement, je peux peut-être réduire certaines choses dessus. Donc c'est ce que je vais faire. Pour faire ça, comment je vais faire? Mon étude de simulation, je vais aller la dupliquer. Ici j'ai sur la partie inférieure, c'est là que vous allez retrouver toutes vos études de simulation. Pour l'instant j'en ai qu'une seule, c'est design d'origine. Voyez, si je veux repasser juste sur l'arbre de construction avec seulement modèle, je clique sur modèle. Et hop, et là, je repasse sur ma simulation avec design d'origine. Je vais faire un clic droit et je vais faire copier l'étude. Et cette étude-là, je vais l'appeler design modifié. Tac, on valide. OK. Deuxième étude de simulation. Sur cette deuxième étude de simulation, ce que je vais faire, je vais vouloir éditer cette pièce-là. Je vais aller faire une modification. Je vais activer un passage. Voilà. C'est ce passage-là que je souhaite activer. Très bien. Comme j'ai dupliqué mon étude, la bonne nouvelle, c'est que tout ce que j'ai déjà fait, j'ai plus à le refaire. Il y a déjà les matériaux qui sont placés, il y a déjà effectivement les connexions, il y a déjà les déplacements, tout ça. La seule chose, c'est qu'on voit qu'il y a un petit warning sur le maillage.
C'est logique puisque ma géométrie a modifié, ma géométrie a été modifiée. En fait, on va devoir recréer le maillage. Dès l'instant où elle est modifiée, cette géométrie, il faut exécuter ça. Je valide. Et hop, il vient recréer mon maillage. Tac, on est bon. Et pareil, je viens réexécuter mon étude. Je réexécute ça. J'attends que ça se calcule. Voilà. Et donc là, effectivement, on peut voir que cette fois-ci, notre limite est montée à 167 à cet endroit-là. Donc on a des efforts un peu plus importants à cet endroit-là, mais je tiens encore largement. Et ce que je me dis, c'est qu'effectivement, pourquoi pas encore plus optimiser ma pièce. Voilà. Donc comment faire ça? Comment encore plus l'optimiser cette pièce-là? Moi, je me dis, ok, peut-être qu'en faisant varier les dimensions de ce perçage-là, ce trou oblong, je vais peut-être réussir à trouver une valeur idéale qui fait que ça tient bien et que la masse est réduite au maximum. Et donc, pour faire ça, moi, ce que je vais faire ce qu'on appelle une étude de conception. Donc, je clique sur créer une nouvelle étude de conception. Et l'étude de conception, c'est quelque chose qui est disponible avec Simulation Professionnelle, qui va vous permettre de demander à SolidWorks d'exécuter plein d'études en faisant varier des paramètres afin effectivement d'obtenir la valeur la plus optimale. Donc comment on fait ça? Comment on fait ça? Sur la partie inférieure, vous avez 3 catégories. Variable, limite imposée, objectif. La première chose à définir, ça va être ce qu'on souhaite faire varier. Et donc là, effectivement, je vais ajouter un paramètre et simplement, bon là, je les ai déjà pré-paramétrées, ces cotations pour qu'elles apparaissent, mais vous double-cliquez sur les cotations que vous souhaitez piloter. Donc vous double-cliquez sur la fonction de votre perçage, ça fait apparaître les cotations et vous cliquez sur la cotation. Et donc là, moi, je l'ai déjà fait. Donc ce que je vais piloter, c'est l'épaisseur et l'emplacement, qui correspond en fait à ces deux éléments-là. Voilà. Et une fois que j'ai capturé ces deux éléments, je vais juste les sélectionner dans mes listes déroulantes. Voilà, épaisseur, emplacement. Ensuite, je vais dire que je vais faire varier ça entre 2 intervalles. Donc, premier intervalle, ça va être l'épaisseur, je vais la faire varier entre 20 et 60, c'est très bien. Et ensuite, l'emplacement que je vais faire varier entre 40 et 100 mm. Ensuite, je vais définir une limite imposée. La limite imposée, c'est dire, OK, tu vas faire varier tout ça. Cependant, je ne veux pas que ma contrainte de von Mises dépasse une certaine valeur. Donc, en gros, je ne veux pas que je dépasse ma limite élastique. Ou alors que je dépasse effectivement une valeur qui est dans mon cahier des charges. Et par exemple, cette valeur, je veux qu'on reste inférieur ici à, on va mettre 170 mégapascales. Okay. Donc on fait ça comme ça. On va mettre peut-être même 100. On verra si ça correspond. Et je vais faire ça sur mon design modifié. Et ensuite, l'objectif que je souhaite, c'est pareil, c'est un capteur. Et le capteur, ça va être de réduire la masse de mon modèle. Je vais valider. Et la masse, on veut la minimiser. Voilà. Et donc là, on a défini tous nos critères pour optimiser notre pièce. On a notre élément à faire varier, on a notre limite imposée, et on a notre objectif. On fait exécuter, et là, SolidWorks va exécuter plusieurs études de simulation. Ces différentes études d'optimisation, ces différentes études de simulation qu'il va exécuter, il va en exécuter un certain nombre. Donc là, je crois qu'il y en a une. Et une fois qu'il les aurait, voilà, il y en a 9 exactement, une fois qu'il les a exécutés, en fait, ce qu'il vient faire, c'est qu'il vient interpoler les résultats, il vient faire des courbes en gros, et là où elles se croisent, ça donne la valeur de notre dimension. Voilà, donc il ne va pas faire 150 scénarios, il va en faire un certain nombre. Donc voilà, donc là il teste, on voit que c'est bon, on tient avec cette valeur-là. Là que on a donc la contrainte, on a la masse, on a ce genre de choses. Et donc vous voyez, regardez, on voyait qu'effectivement là il y en a une qui est, celle-là la une elle est bonne, la 2 elle n'est pas bonne, elle est en rouge parce qu'on a dépassé notre limite imposée. Voilà. Donc en attendant que ça se finisse, juste pour vous redécrire ce qu'on a vu,
Donc là, on a créé notre étude, on a mis en place les matériaux. Voilà, donc notre étude, c'était une étude de statique. Donc c'est sur assemblage ou pièces. On est sur des pièces qui sont fixées. Donc là, à un moment donné, elles sont quelque part, elles ne peuvent pas bouger dans l'espace. On va appliquer les efforts, on va connaître les zones fragiles. Donc ensuite, on applique effectivement nos connexions, nos liaisons mécaniques. Donc ça va être des contacts qu'on va appeler entre composants, c'est-à-dire qu'entre deux faces, est-ce qu'on est solidaire? Est-ce qu'on permet le frottement? Est-ce qu'on a des liaisons mécaniques qui vont être genre des pivots, des boulons, des axes, des choses comme ça? On vient définir nos géométries fixes, là où est accrochée notre pièce, des appuis plans, des pivots, ce genre de choses. On a fait tout ça, on va appliquer nos efforts, donc la force qu'on souhaite appliquer, une pression, une gravité sur la zone sélectionnée. On fait notre maillage. Une fois qu'on a fait tout ça, on n'a plus qu'à notre étude. Il y a différents types de solvers, c'est des choses qu'on voit en formation, mais c'est fait de manière plutôt automatique. Et une fois qu'on a ça, on n'a plus qu'à exploiter les résultats, voir les zones qui sont plus ou moins chargées, et on a toujours accès, du coup, ce qui est intéressant, c'est au modèle 3D, ce qui permet d'appliquer des modifications. Pour aller plus loin sur la partie modification-optimisation, c'est ce qu'on vient de faire à l'instant. Donc on a de l'optimisation dans ce bloc simulation. Deux types d'optimisation. Moi, ce que je vous ai présenté, c'est de l'optimisation paramétrique. Optimisation paramétrique, c'est quoi? C'est qu'on va définir nos fonctions qui vont évoluer. Donc en gros, vous dites celle-là, elles ont le droit de varier entre telle et telle valeur. Et donc il fait un maximum de calcul pour effectivement faire tout varier et obtenir la forme la plus optimisée. Donc c'est ce qu'on appelle de l'optimisation paramétrique parce que vous choisissez les paramètres que vous voulez faire varier. Il existe un autre type de simulation dans SolidWorks qui s'appelle l'optimisation topologique, qui se trouve aussi dans SolidWorks simulation professionnelle, qui est une optimisation qui est un peu différente, puisqu'en fait, vous faites grossièrement la forme que vous intéresse. Pareil, vous appliquez les efforts, les cas de charge, les zones où c'est fixé. Et lui, SolidWorks, en gros, va grignoter dans la matière pour vous donner une forme la plus optimisée possible. Donc, en gros, ce qu'il vous donne, c'est la forme qu'on voit sur ma slide, la forme du centre. Donc ça, c'est de l'optimisation topologique. Et ça s'adapte très bien aux nouvelles méthodes de fabrication que sont la fabrication additive, donc l'impression 3D, puisqu'effectivement, vous pouvez obtenir des formes qu'on va appeler généralement, des formes organiques. Vous avez des formes très particulières et effectivement avec des espèces d'embranchements comme ça qu'on n'aurait pas forcément tendance à créer nous-mêmes lorsqu'on fait de la pièce usinée. Voilà. Donc c'est très adapté effectivement à l'impression 3D et aussi normalement à l'injection de pièces. Si on fait de la pièce plastique, généralement on peut faire des moules associés à ça assez facilement. Voilà là-dessus. Donc là effectivement, on a fait notre étude d'optimisation, on va aller voir les résultats. Et voilà, donc ce qui se passe, c'est que là, SolidWorks, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait plusieurs essais. Ces différents essais, il nous a trouvé effectivement qu'il y a certaines choses qui ne respectaient pas le critère, voilà, parce qu'on était au-dessus de la limite élastique. Et donc, il nous a mis effectivement la forme optimale en vert. Il nous a déjà placé cette forme optimale avec effectivement la chose qui permettait d'avoir la masse la plus faible possible. Vous voyez, si vous regardez sur les masses, c'est là où on a la masse la plus faible. Cette masse la plus faible intervient lorsqu'effectivement on voit qu'il y a un élément qui est un peu plus haut, il est un peu plus large qu'au début. Quand je l'ai fait au début, il était plus fin et plus au milieu. Voilà. Donc voilà là-dessus, elle s'est déjà présélectionnée, cette chose-là. Donc une fois qu'on a fait ça, maintenant on se demande, est-ce que ma pièce, elle va tenir dans le temps? Donc pour tenir dans le temps, ce que je vais vouloir peut-être exécuter, c'est une étude de fatigue. Une étude de fatigue, qu'est-ce que c'est? C'est une étude où en fait le chargement qu'on a mis là, on va l'appliquer plein de fois. Et on va se dire que peut-être que sur un an, je vais appliquer plein de fois cet effort et voir via une courbe de fatigue. Les courbes de fatigue, c'est des courbes qu'on a renseignées dans les matériaux qui permettent de voir que si on applique un effort, je ne sais pas, 5000 fois, 10 000 fois, 100 000 fois, au bout d'un moment, mon matériau en gros va s'user et ça va casser. Et donc ça permet la fatigue
d'anticiper le moment où votre pièce, potentiellement, elle va devoir être changée. Voilà, donc comment on fait ça? Donc pour la partie fatigue, c'est très simple, puisqu'effectivement, on va déjà ajouter un événement. Donc ça, c'est effectivement combien de fois on va appliquer une amplitude. Soit vous faites une amplitude qui va s'ajouter à fond et qui va s'enlever, qui va repartir à zéro, soit vous pouvez le faire à partir de courbes que vous avez peut-être, vous, en stock quelque part. Moi, c'est ce que je vais aller chercher ça. Pardon. Donc voilà ma courbe de fatigue, je la sélectionne. Donc c'est simplement des points avec est-ce qu'on la met en amplitude. Voilà. Donc là c'est ma courbe de fatigue, je fais OK. Ma courbe, pardon, de chargement, pas de fatigue, de chargement. Donc si vous n'avez pas ces courbes-là, vous pouvez faire une sinusoïde sur un certain nombre d'événements, évidemment, ce qui est des fois plus simple. Sur quel design je souhaite appliquer ça? Ça va être sur le design modifié. Et on fait valider. Et une fois qu'on a fait ça, on a juste à faire exécuter, puisqu'il se base sur l'étude statique. Voilà. Et là, qu'est-ce qu'on obtient? Je vais vous changer un peu l'échelle, histoire qu'on voit un peu mieux ça. Voilà. On obtient ce genre de graphique qui est simplement le pourcentage d'endommagement. Et l'endommagement qu'on va visualiser à cet endroit-là, c'est de se dire à la fin de mon cycle, donc là j'ai peut-être mis une courbe d'amplitude qui représentait le fonctionnement de ma pièce pendant 1 an. Et bien au bout d'1 an, on peut peut-être imaginer que les zones qui sont en rouge seront endommagées à 28%. Voilà. Donc, ça veut dire que au bout d'1 an, ma pièce elle est encore en vie et si c'est à 30%, ça veut dire qu'en gros dans 3 ans, je veux ma pièce qui va peut-être casser, qui va sans doute casser. Voilà. Et donc ça effectivement la fatigue, c'est vraiment pour anticiper la vie de votre produit. Et on oublie généralement on se contente juste d'une étude statique qui permet de voir que ça tienne, mais généralement on oublie de faire effectivement cette étude de fatigue qui permet de savoir si ça va tenir, mais surtout ça va tenir dans le temps. Et donc c'est ça l'intérêt des études de fatigue. Voilà à ce niveau-là. Donc c'est ce qu'on a fait, hein. On a vu le pourcentage d'endommagement et ça permet d'anticiper le comportement réel. Donc anticiper peut-être d'avoir des pièces de rechange en stock qui vont arriver dans 3 ans pour le SAV, pour ce genre de choses. Une fois qu'on a fait tout ça, on va pouvoir générer un rapport de simulation. Donc ce rapport de simulation, comment ça se passe? Je vais aller sur par exemple mon design modifié ou mon design d'origine. Celui où j'avais commencé à inclure différentes images. Donc, juste pour vous montrer. Je clique sur inclure une image. Il y aura une image à cet endroit-là. Il y aura une image, par exemple, à cet endroit-là. Et une fois que vous avez fait tout ça, ce que vous avez à faire, c'est juste à cliquer sur rapport en haut. Et là, il va vous générer un rapport Word. Donc, je vais lui donner un nom. Voilà. Donc, je vais publier. Donc, vous pouvez renseigner certains champs supplémentaires. Et donc, lui, ce qu'il va vous faire, c'est vous créer un rapport Word. Donc, je vois juste qu'il y a une petite question sur les courbes. La courbe que j'ai lancée tout à l'heure, hein. C'est dans mon exemple, moi, je connaissais la courbe d'amplitude sur 1 an. Mais ça, on la connaît peut-être pas forcément. Le plus simple, c'est de simplement se dire, OK, je souhaite faire un cycle avec 1 million de chargements pour voir justement effectivement combien de chargements ça va tenir. Donc ça, vous n'êtes pas obligé d'avoir cette courbe-là d'amplitude. Hein. Vous pouvez simplement dire à SolidWorks, OK, tu charges, tu décharges, tu charges, tu décharges, tu charges, tu décharges pendant 1 million de fois. Et du coup, il dit qu'au bout d'1 million de fois, voilà, ma pièce sera cassée ou non. Alors, pas besoin forcément d'avoir cette courbe d'amplitude. C'est pour montrer que si j'en en avais une, on pouvait la renseigner. Voilà. Cette question-là est aussi souvent posée dans l'autre sens. Voilà, donc là, qu'est-ce qu'on voit pendant qu'il génère le rapport? On voit qu'effectivement, ma pièce est en train de bouger, ça change, et ainsi de suite, il y a des couleurs qui se mettent. C'est simplement, en fait, qu'il est en train de faire des captures d'écran pour les inclure dans le rapport. Voilà. Une chose dont je n'ai pas parlé aussi, vous voyez que ma pièce, elle est légèrement déformée. Vous avez une déformation qui est exagérée pour montrer comment la pièce est en train de se déformer. Donc ça peut être intéressant aussi. Voilà. Si jamais le déplacement est quelque chose d'important pour vous, c'est quelque chose qu'on sait récupérer. Voilà, donc une fois que le rapport est terminé, donc il va s'afficher à l'écran. Il s'ouvre dans Word, évidemment.
Donc c'est issu d'un template, hein. C'est issu d'un template qu'on peut redéfinir s'il le faut. Et ce fichier Word, bah, il correspond par défaut, hein, il correspond à ça. Donc vous avez le sommaire, vous avez une capture d'écran, vous avez effectivement la masse volumique de tout ça. Vous avez les poids, ce genre de choses. Vous avez les efforts qu'on a appliqués, les propriétés du matériau. Enfin, tout ça, bon, je passe assez vite. Mais ce qui va être intéressant, c'est que si on va un peu plus bas, voilà, vous avez aussi les résultats qu'il a inclus. Donc c'est là où je disais, hein, il a fait des captures d'écran automatiques avec les déplacements, les déformés, la dissection de conception, voilà, ce genre de choses. Et les images que j'ai capturées tout à l'heure. Voilà, toutes les images, elles y sont. Voilà. Et donc ça, généralement, on repasse dessus à la main, on vient le retravailler. Mais ce qui est intéressant, c'est que voilà, ça vous permet de faire rapidement, en tout cas, un fichier Word associé à tout ça. Voilà. Donc, deuxième cas d'étude. Deuxième cas d'étude qui va aller un peu plus vite, mais juste pour vous montrer par extension aussi jusqu'où on peut aller. Donc là, on a vu la partie RDM. Moi, ce que je vais vous présenter, c'est un petit peu de fluidique. Donc, je vais ouvrir une vanne, une pompe, cet élément-là. Et juste pour faire un deuxième petit cas d'étude, et sur celui-ci, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'on va avoir de l'eau qui va passer là-dedans, c'est une pompe, hein, avec un élément tournant. Et donc, du coup, ce qui nous intéresse dans ce cas-là, c'est de se dire, OK, on va faire une étude fluidique, déjà pour voir effectivement les pressions internes, toute la partie fluidique, est-ce qu'il y a des tourbillons qui se créent, est-ce que effectivement la vitesse de sortie n'est pas celle voulue, avec une vitesse de rotation en fonction de sa géométrie. Donc déjà, ça permet de faire ce genre de calcul. Et en plus de ça, d'avoir les pressions qui s'appliquent sur ma turbine qui est dedans, et voir effectivement si cette pression qui est sur cette turbine, est-ce que ça va poser des soucis sur ma pièce. Donc comment ça va se passer? Là, je vais utiliser mon complément qui s'appelle SolidWorks Flow Simulation. Quand j'exécute SolidWorks Flow Simulation, j'ai un petit onglet qui va se rajouter. Voilà. Avec pareil, des histoires des configurations, des choses comme ça. Et juste ce qui est intéressant par rapport à ça, je vais vous montrer ça rapidement, pour qu'ils finissent de charger. On va attendre qu'ils finissent de charger ma config. C'est qu'on va rapidement créer une nouvelle étude de simulation. On va lui indiquer les éléments qui tournent, ce genre de choses. Quand mon SolidWorks aura fini de charger, évidemment. Voilà. En attendant que ça charge, juste pour vous faire un petit rappel hein, sur la gamme SolidWorks, tout ce qu'on a regardé dans la gamme de SolidWorks Simulation, vous avez effectivement toute la partie RDM qui permet de faire des chargements sur des pièces, voir les efforts dans une pièce. Voilà, faire l'optimisation, c'est ce qu'on a fait jusqu'à maintenant. Et là, on est en train de regarder très rapidement. On est en train de regarder très rapidement la gamme simulation. Donc effectivement, on n'arrive pas forcément à voir ce qu'il y a dans les détails, mais juste pour vous montrer, c'est les trois grandes briques. La RDM, flow simulation, la partie plastique. Plastique, qui est la partie injection plastique qu'on ne va pas regarder aujourd'hui, qui permet de voir effectivement si dans notre pièce qu'on injecte en plastique, si jamais l'injection plastique se fait correctement et qu'on aura des zones de faiblesse ou pas. Nous, on est en train de regarder la brique centrale là tout de suite. Flow simulation. Ok. Alors, comment ça se passe la partie flow simulation? Partie flow simulation, vous avez, je vais passer par un petit assistant pour le faire. Ça va se passer en plusieurs étapes pour commencer la création d'une étude. Déjà, la première chose, c'est définir le système d'unité, avec est-ce qu'on veut en pression, en vitesse, est-ce qu'on veut des mètres par seconde, est-ce qu'on veut effectivement les températures en degrés Celsius ou en Kelvin, ce genre de choses. Le suivant. Après, est-ce qu'on souhaite inclure de la rotation dans notre ensemble? Est-ce qu'on souhaite inclure la gravité? Est-ce que c'est une étude interne ou externe? Interne, c'est dans mon cas, hein, c'est forcément des fluides internes. Si jamais on voulait faire une étude externe, ce serait peut-être sur une aile d'avion, par exemple. Le suivant. Ensuite, on va définir le liquide qui passe dedans. Donc là, on n'aura que de l'eau, mais on peut imaginer qu'on en aurait plusieurs. Les conditions de paroi, je passe, c'est qu'est-ce qui se passe sur les parois qui donnent sur l'extérieur. Et les conditions initiales, ça va être la température externe de mon environnement, ce genre de choses, la pression externe, tout ça. On fait terminer. Voilà. Et donc là, j'ai commencé la création de mon étude de simulation avec les conditions initiales. Une fois que j'ai fait ça, comme je l'ai dit, il y a une turbine dedans. Donc ça veut dire que je vais aller définir ma région en rotation.
Ma région rotation, je vais sélectionner la pièce qui est en rotation, donc c'est une pièce qui s'appelle Rotating Région dans ma pièce. Et je lui définis sa vitesse de rotation. Ça va être 600 radians par seconde, par exemple. Validé. Une fois que j'ai fait ça, ce que je vais définir ensuite, c'est les conditions limites. Les conditions limites, c'est par où entre l'eau et par où sort l'eau. Donc là, en fait, c'est simplement définir des parois. Donc c'est parois de l'environnement, pression de l'environnement qu'il faut mettre. Et simplement, je vais sélectionner une face. Donc la face, je vais sélectionner la bonne, c'est celle-ci. C'est pas celle-ci, raté. Voilà, c'est celle-là. C'est celle-ci. Donc il y aura cette face-là. Donc ouais, pareil, on faisait des petits indicateurs de couleur qui apparaissent avec des petits sigles. Et la face, l'autre face où il y a de l'eau, ça va être celle-ci. Donc on fait pareil. Insérer une condition limite. Avec pression de l'environnement. Et ça va être cette face-là. Et voilà. Donc là, on est bien. Et en fait, pour notre étude, ça va être essentiellement ça qu'on va définir. Donc ça va être effectivement définir ça et exécuter notre étude. Moi, pour l'exemple, je l'ai déjà fait. Voilà. Donc on a effectivement notre région de rotation. On a ce qu'on appelle des objectifs. C'est des capteurs, en fait. Je vais aller un peu plus loin sur la partie maillage, avec des maillages un peu plus complexes. Mais moi, ce que je vais simplement vous montrer, c'est les résultats de cette étude-là, parce que c'est ça qui est intéressant. Donc on définit nos conditions. La zone qui tourne, entrée et sortie d'eau. Et c'est là où on va commencer à avoir pas mal de choses intéressantes en termes de résultats. Ça aura fini de charger. Voilà. Et donc en résultat, qu'est-ce qu'on va obtenir? On va pouvoir faire des plans de couple qui vont nous permettre de visualiser, par exemple, les vitesses. Donc ce que je vous disais, effectivement, on veut voir si on a une bonne vitesse de sortie. Et donc là, ça permet de visualiser ça avec de la couleur, la vitesse de notre fluide à l'intérieur. Et donc on voit qu'effectivement, là, on a une vitesse assez rapide, forcément, dans la zone qui tourne. Voilà. Et ensuite, quand on arrive là-dedans, on a une vitesse forcément qui diminue, mais qui est encore de à peu près 3,6 mètres secondes. C'est pas trop mal. Donc on a ça. On va pouvoir en visualiser un deuxième de plan de vitesse, mais cette fois-ci en vue du dessus. Et pareil, là, on peut voir qu'effectivement, on a une vitesse forcément qui est très rapide là où ça tourne, et quand on arrive là-dessus, on a une répartition des vitesses avec une vitesse plus rapide d'un côté. Très bien. Ça, c'est une première façon de visualiser les résultats. Une autre façon de visualiser les résultats, qui va nous intéresser, ça va être les vitesses sur notre modèle 3D. Donc là, on voit qu'effectivement, on a une vitesse plus extrême sur les côtés. Une autre chose qui m'intéresse, que je vous disais, moi, c'est les pressions. Et donc là, quand vous mettez pression, vous pouvez voir effectivement la pression qui s'applique sur votre modèle 3D. Et donc, vous pouvez voir qu'effectivement, sur les pales, on va plus le voir ici à cet endroit-là, sur les pales, effectivement, on va avoir une pression assez élevée à cet endroit-là. Alors, attendez, je vais juste changer l'instant donné, parce que je ne suis pas forcément sur le dernier instant, ça sera mieux si je me mets à la toute fin. Voilà, là on voit mieux. Et donc là, effectivement, on voit qu'effectivement, on a une pression qui est assez élevée en extrémité sur les pales. Et donc ça, justement, si vous voulez faire des calculs d'effort, cette pression que vous avez ici, vous savez la redistribuer sur votre modèle. Voilà. Et enfin, une chose intéressante, ça va être de faire une petite animation pour voir effectivement le flux à cet endroit-là. Voilà. Et puis là, on voit effectivement notre flux d'eau qui va tourner, qui va remonter, et ainsi de suite. Et qui va accélérer, on voit qu'on est à la partie intérieure. Voilà. Donc là, on peut avoir beaucoup de résultats sur la partie fluidique. C'était juste pour vous faire une petite aperçu de la partie flow simulation. Juste petite chose supplémentaire que je veux rajouter, c'est imaginons on voit que ça tourne. Moi, il y a une chose que je veux vérifier, c'est sur ma turbine seule. C'est je veux voir est-ce que dans la partie simulation, je vais avoir des problèmes et des fréquences de résonance qu'il faut éviter. Puisqu'effectivement, je vais avoir de la rotation, il y a peut-être une fréquence de résonance qui va être gênante et que je vais vouloir éviter. Donc ça, c'est rapide à faire. Je vais vous montrer ça. On vient juste exclure ces choses-là de l'analyse. Pardon, perdu. Ça, on veut l'inclure. Et ça, on veut l'exclure. Là, on met le matériau qui va bien. On va mettre un acier allié. Ça sera très bien.
Et donc là, je vais simplement mettre un pivot à cet endroit-là et un appui plan à cet endroit-là. À cet endroit-là. Voilà. Et donc là, j'ai juste à exécuter mon étude. Et cette étude très rapide, ça vous permet de trouver les fréquences de résonance. Et donc là, dans vos études, si jamais effectivement vous avez certains moments où vous avez des mots et que vous voulez voir si l'élément va rentrer en résonance, donc en vibration, et qui va casser dû à ça, ça peut être très rapide pour tester ça. Ça vous permet simplement de lister les fréquences de résonance et on voit que ça rentre en résonance soit quasiment à 0 Hz, donc celle-là on s'en fiche un peu, soit à 1700 Hz, donc à une fréquence en radians par seconde à 11 000 radians par seconde, donc à une fréquence très élevée. Donc là, par exemple, ça vous permet de savoir que la turbine, il ne faudra pas la faire tourner à 11 000 radians par seconde. Enfin, vous pourrez traduire ça en tours par minute, mais du coup, généralement, ça vous permet d'avoir une bonne idée à ce niveau-là. Donc voilà là-dessus. Sur la partie simulation, j'en ai fini avec la présentation. Je vais laisser la parole à Anthony Fuchs. En tout cas, j'espère que ça vous a permis de voir pas mal de choses. Il y a peut-être juste 2 dernières petites slides à vous présenter qui sont intéressantes. Je te laisse la main, Anthony. Ouais, merci Stéphane. Ouais, donc l'idée là, suite à cette présentation, comme ça on pourra conclure dans les temps, c'est qu'on puisse vous proposer aujourd'hui un programme d'évaluation là sur un mois. L'idée, c'est qu'au-delà de vous présenter la solution, c'est que vous puissiez tester en interne le retour sur investissement de l'apport que ça peut vous apporter sur votre développement produit. Alors, qu'est-ce qu'on vous propose concrètement? C'est de pouvoir du coup sur 4 semaines de bénéficier de la solution simulation en prêt gratuit et qu'on puisse vous mettre en place donc la semaine du 3 septembre 4 fois 45 minutes de formation en ligne qui vont être sur des thématiques différentes, la fatigue, le flambage, le vibratoire par exemple, qu'ensuite vous puissiez utiliser la solution et que vous ayez un point personnalisé qui soit en agence, du coup en différentes agences d'1 heure avec un formateur ou un consultant qui puisse vous conseiller sur comment vous utilisez la solution et potentiellement corriger certains points d'utilisation. Et ensuite, le 16 septembre, qu'on puisse faire un atelier là plutôt commun avec une prise en main concrète sur un cas concret pour vous montrer comment vous pouvez utiliser la solution et qu'on fasse ensuite un débriefing le 23 septembre sur d'1 heure encore avec un formateur pour voir comment vous avez pu utiliser la solution durant ce mois. Donc l'idée, c'est qu'on va vous envoyer un mail mardi à l'ensemble des participants pour les sociétés qui souhaitent participer à ce programme, sachant qu'on va se limiter à 30 sociétés pour maintenir une qualité de programme. L'idée, c'est que vous puissiez candidater, nous expliquer dans quel cas, sur quel projet vous souhaitiez intégrer ce type de solution et qu'on puisse sélectionner les sociétés qui pourront intégrer ce programme qui est gratuit. Donc l'idée, c'est que vous puissiez intégrer ça et découvrir par vous-même l'apport des solutions. Donc sur ce, normalement, il n'y a plus de questions sur le chat. On a juste, notez bien la date, le 13 septembre 2019. Donc là, on va laisser passer les congés. Un webinaire qui sera là sur la partie gestion de projet. Donc l'idée, c'est de pouvoir terminer un projet dans les délais qui sont imposés aujourd'hui. Donc anticiper un manque de ressources ou un surplus de ressources pour pouvoir l'allouer à un autre projet. Générer des nomenclatures qui sont au-delà des nomenclatures juste de CAO, des nomenclatures de fabrication par exemple. Avoir en temps réel un état d'avancement de où vous êtes sur vos différents projets et du coup maîtriser ces différents jalons d'avancement de votre projet. Donc l'idée, c'est de ne pas parler plutôt de dire comment on gère un projet de manière globale. Donc ça sera le 13 septembre 2019 là, sous le même format. Donc merci à tout le monde. Je pense que je vois déjà des gens partir, donc je me dis que certains sont partis manger. S'il n'y a pas d'autres questions sur le webinar, sur le chat, on va pouvoir libérer tout le monde dans le temps imparti. Eh bien, super. Ok. Et comme ça a été dit sur le mail, on vous enverra la vidéo de présentation à l'ensemble des participants à l'adresse mail à laquelle vous êtes inscrite. Donc normalement, vous aurez l'ensemble des éléments. Et n'hésitez pas à revenir vers nous s'il y a des points complémentaires sur lesquels vous souhaitez être accompagné. Super, Bonne journée merci. à tout le monde du coup et bon appétit. Bonne journée.
Bonne journée, bon appétit à tous. Au revoir. Au revoir.